Commençons tout de suite par dire que dans la systématique des vertébrés, le terme poisson n'est pas utilisé. On n'emploie pas cette expression. En réalité, ce qui recouvre l'expression du langage commun poisson se rapporte à trois classes. Tout d'abord, la classe des agnates ou holocéphales, c'est-à-dire ce sont les poissons qui sont dépourvus de mâchoire, comme par exemple les lamproies. Deuxième classe, la classe des chondrichtiens, que l'on appelle encore les sélaciens, et ce sont les poissons cartilagineux. Ces poissons sont dotés de mâchoires, mais leur squelette n'est pas constitué avec des os, il est constitué de cartilage, et comme vous le savez, c'est le cas des requins. Enfin, troisième classe, la classe des ostéichtiens, qui sont aussi les poissons osseux, c'est-à-dire qui ont des os, et qui inclut le groupe des téléostéens. C'est dans ce groupe des téléostéens que nous retrouvons l'essentiel des poissons d'aquarium. Autrement dit, le terme générique poisson n'est pas un terme scientifique, il retrouve trois classes: la classe des agnates, c'est-à-dire les animaux sans mâchoire, la classe des chondrichtiens, c'est-à-dire les poissons cartilagineux tels que les requins, et enfin la classe des ostéichtiens avec le groupe des téléostéens, et c'est dans ce groupe que l'on retrouve l'essentiel des poissons d'aquarium. Quelques mots de la morphologie d'un poisson. Un poisson, le corps d'un poisson se divise en trois parties. Vous avez une partie qui est la tête, une partie qui est le tronc et une partie qu'on appelle la queue. Le tronc est la région comprise entre les opercules, ici, et la partie anale. Les opercules, c'est ce que je marque ici avec mon crayon. La queue est enfin la zone comprise entre l'anus que nous avons ici et l'extrémité de la nageoire caudale. Dans la tête, vous avez la bouche qui est pourvue de dents, et la tête et les dents des poissons varient suivant la façon dont ils mangent. Les dents des carnivores sont grandes et écartées, tandis que les poissons herbivores ont des dents petites et acérées au point de former une véritable plaque tranchante. Certains poissons qui se nourrissent de plancton n'ont purement et simplement pas de dents. Enfin, certains poissons ont une bouche très étroite pour pouvoir aspirer de petits animaux. Donc retenons dans ce corps du poisson trois parties: la tête avec ce qui est très important, l'opercule, cette partie nous y reviendrons tout à l'heure, qui permet au poisson de mouvementer ses branchies. Ce sont ces opercules, nous allons le dire, qui permettent l'entrée de l'air et qui permettent le mouvement de l'eau dans les branchies. Notez la place des nageoires dites pectorales, c'est-à-dire près de la poitrine, des nageoires ventrales et de la nageoire anale
dont nous verrons tout à l'heure qu'elle a quelquefois d'autres fonctions. Retenez la place de la nageoire caudale, c'est-à-dire celle qui correspond à la queue, et la nageoire dorsale. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a donc chez les poissons des nageoires symétriques, c'est le cas des nageoires pectorales ou ventrales, ou des nageoires qui ne sont pas symétriques, c'est le cas de la nageoire latérale, de la nageoire anale ou de la nageoire dorsale. Nous verrons également le cas particulier de la nageoire caudale. Revenons rapidement sur les dents des poissons dont nous avons dit qu'elles étaient écartées et fortes chez les poissons carnivores et qu'elles représentaient une véritable plaque coupante chez les poissons qui se nourrissent de manière herbivore. Nous avons dit également que les poissons qui se nourrissent de plancton ont une bouche étroite leur permettant d'aspirer les petits animaux constitutifs du plancton. D'autres poissons ont au contraire des espèces de protubérances qui leur permettent de fouiller le fond et de rechercher leur nourriture. Certains poissons présentent une protubérance appelée barbillon qui leur permettent de fouiller le fond et de chercher leur nourriture. Certains poissons ont des lèvres très dures et des dents très solides qui leur permettent même de s'attaquer à des animaux aussi durs que les oursins. C'est le cas des balistes. Au-dessus de la lèvre supérieure, on découvre des orifices qui sont donc les narines. Retenez qu'entre les orifices d'entrée et de sortie, on observe parfois un repli de tégument en forme de fanon. Les poissons ont des yeux, mais ils sont assez gros et ils n'ont pas de paupières. Retenez que les poissons ont donc des opercules. Ces opercules sont mobiles et ils entraînent la fermeture ou l'ouverture des fentes brachiales contenant les branchies. Certaines espèces ont d'ailleurs des épines vénéneuses au niveau des branchies. Le corps des poissons est caractérisé par la présence d'écailles. Retenez que ces écailles sont comme nos dents d'origine dermique, c'est-à-dire qu'au fond c'est une forme de peau. Elles sont recouvertes, les écailles, d'une fine couche de peau, et ce qui est plus important encore, c'est de retenir que sur cette peau, il y a un mucus qui d'ailleurs a une fonction importante dans le déplacement des poissons. C'est ce qui permet et ce qui facilite le déplacement des poissons. Les écailles peuvent être terminées de manière dentelée ou au contraire de manière ronde. Lorsqu'elles sont terminées de manière dentelée, on dit qu'elles sont cténoïdes. Et lorsqu'elles se terminent de manière circulaire, on dit qu'elles sont cycloïdes. Si vous êtes un très bon aquariophile, vous pouvez, en regardant les écailles à la loupe, distinguer ce qu'on appelle des lignes de croissance. Et chez les poissons non domestiques, dont le régime alimentaire connaît des bonnes périodes en été et de mauvaises périodes en hiver, ces lignes sont très nettes et permettent alors de calculer l'âge du poisson. Retenez encore un autre élément étonnant chez les poissons, c'est que vers le milieu du tronc, il y a une ligne latérale, que cette ligne est constituée d'une série d'orifices modifiés et parsemés de sillons dans lesquels se trouvent les organes sensoriels. Retenez aussi que la couleur de la peau qui recouvre les écailles contient des cellules pigmentaires
appelées chromatophores. Et ces cellules chromatophores pigmentaires sont capables de s'élargir ou de se contracter de manière à faire varier l'intensité des couleurs du poisson, ce qui permet aux poissons, par mimétisme, de faire en quelque sorte varier leur couleur. Vous avez ici une représentation de ces écailles de la ligne latérale, et vous voyez que dans ces écailles de la ligne latérale, il y a donc un espace qui permet, comme nous vous l'avons indiqué, de placer les organes sensoriels. Revenons, si vous le voulez bien, sur les nageoires. Il y a donc chez les poissons des nageoires paires ou impaires. Les nageoires paires sont les nageoires pectorales et pelviennes ou encore ventrales, tandis que les nageoires impaires incluent la nageoire dorsale. Les nageoires sont constituées de rayons osseux ces rayons peuvent être durs, épineux ou présenter des extrémités saillantes. Retenez que la nageoire anale peut avoir un rôle différent chez certaines espèces. Et les ovovivipares, elle est modifiée, en réalité ça n'est plus une nageoire, elle est modifiée pour former avec les 3 premiers rayons un conduit qu'on appelle le gonopode et qui va permettre aux poissons au mâle de féconder la femelle à l'occasion de l'accouplement. Voyons maintenant comment les poissons respirent. Vous le savez, la respiration des poissons est branchiale. Il vous est représenté ici la narine, bien que les poissons ne respirent pas par la narine, et c'était aussi pour vous montrer le fanon dont nous avons parlé tout à l'heure. Voici donc maintenant l'explication de la respiration chez les poissons. Vous savez que les poissons respirent par les branchies, qu'on a 8 branchies. Chaque branchie se compose de nombreux filaments branchiaux. Vous avez ici l'exemple d'un filament branchial, et ces filaments sont eux-mêmes très vascularisés. C'est donc dans cette zone que vont se produire les échanges gazeux. Vous avez donc ici l'eau qui circule dans un sens, en sens contraire d'ailleurs de la circulation du sang. Les globules rouges contiennent un pigment respiratoire, l'hémoglobine, qui se combine aux atomes d'oxygène, ce qui permet ensuite de répartir le sang dans l'ensemble du corps du poisson. Retenez que la superficie des branchies varie en fonction des poissons et de leur mobilité. Elles peuvent être jusqu'à 40 fois plus importantes chez les poissons qui se déplacent beaucoup que chez les poissons sédentaires. Retenez encore que le sang, comme vous le voyez ici, circule en sens contraire de l'eau, évidemment, ce qui permet d'augmenter le rendement de cette opération. Vous avez ici représenté, vous voyez ici, les opercules et les branchies, qui permettent donc par dépression d'aspirer l'eau et de faire cette opération de passage dans la chambre branchiale, de telle sorte que, au moyen des opercules, le poisson provoque l'entrée et la sortie de l'eau avec une fréquence de mouvement qui varie de 5 à 90 par minute. Donc c'est dans cette partie-là que ceci se produit. Retenez aussi que les poissons ne respirent pas seulement par les branchies, ils respirent aussi à travers leur peau. Ainsi, les poissons sédentaires, qui se déplacent peu, parviennent à satisfaire presque la moitié de leurs besoins en oxygène de cette façon, en respirant directement à l'extérieur par la bouche. Ils assimilent en effet l'oxygène de l'air absorbé au niveau de l'épithélium, qui recouvre la chambre bronchiale, le pharynx et l'œsophage. Jusqu'à ici,
cette partie qu'on appelle la vessie natatoire, qui est constituée de 2 chambres, d'une ou 2 chambres, cela dépend des espèces, et qui se remplissent d'air, permettant aux poissons, d'une part, dans ce cas qui nous intéresse, d'améliorer le rendement de sa respiration, mais dans tous les cas, de pouvoir flotter et régler sa hauteur. Enfin, retenez que certaines espèces peuvent même respirer en dehors de l'eau. Ce sont les espèces Neoceratodus, Protopterus et Lepidosirin. Ces espèces peuvent respirer hors de l'eau, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que leur vessie natatoire, qui est dessinée ici, que vous voyez ici, leur vessie natatoire est pourvue d'alvéoles, c'est-à-dire en quelque sorte d'une structure pulmonaire, et que cette vessie natatoire communique avec la bouche au niveau du pharynx. C'est pour ça que l'on dit que ce sont des poissons à poumons. Donc retenez que les poissons respirent par les branchies, ils respirent aussi par la bouche et par l'ensemble du système pharynx, œsophage, intestin, vessie natatoire. Et même certains poissons peuvent non seulement faire cela, mais prendre directement leur air à l'extérieur, c'est-à-dire en respirant dans l'air, parce qu'ils emmènent cet air dans la vessie natatoire, qui leur sert donc non seulement à se déplacer, mais aussi à respirer, puisqu'elle est constituée d'alvéoles et elle fonctionne en somme comme un poumon. C'est pour cela que l'on dit que ce sont des poissons à poumons. Rappelez-vous que cette vessie natatoire a donc 2 fonctions. Elle maintient l'équilibre du poisson, lui permettant de contrôler sa façon de flotter et de rester dans l'eau au repos. Lorsque le volume de l'air augmente, eh bien le poisson monte, et lorsqu'il diminue, le poisson descend. Ce sont des variations qui s'opèrent en fonction de l'équilibre entre les gaz contenus dans la vessie proprement dite et les gaz qui sont au contraire dissous dans le sang. Certains poissons ont d'ailleurs une vessie natatoire fermée. Elle se remplit d'air au cours des premiers stades du développement, avant que la communication ne soit donc interrompue. Retenez donc que certains poissons tous les poissons respirent également par la peau, comme nous vous l'avons expliqué. Retenez donc le cas particulier de ce qu'on appelle de manière familière les poissons à poumons. Retenez ce rôle de la vessie natatoire qui est constituée d'une ou 2 chambres remplies d'air et qui communique ou non avec le tube digestif. La fonction, vous avez compris à quoi sert cette vessie natatoire. Sachez que les sous-marins classiques fonctionnent exactement de la même façon, avec leur ballast. Parlons maintenant de la digestion chez le poisson. On vous a représenté ici un système digestif. Vous reconnaissez tout d'abord la bouche. Vous arrivez ici, après ce passage, à l'estomac. Les aliments sont traités également par le foie ici et la rate. L'estomac, vous reconnaissez ici l'intestin, avant d'arriver à l'anus. Notez la place du rein, la place du foie et la place de la vessie natatoire. Le foie est relativement volumineux. Il contient ou non un pancréas. Quant à l'intestin, c'est un tube souple et uniforme qui, dans la région pylorique, c'est-à-dire
à l'extrémité de l'estomac, peut présenter une série de diverticules aveugles qui sont donc des appendices ou encore des caécomes pyloriques dont la fonction est d'absorber et de neutraliser l'acidité qui provient de l'estomac. Les dimensions de l'intestin sont très variables, très courts chez les poissons prédateurs et très longs chez les poissons herbivores. Cet organe sécrète un mucus, le mucus intestinal, qui contient divers enzymes qui agissent ensuite par hydrolyse. Les substances non assimilées, naturellement, sont expulsées par l'anus sous forme d'un filament épais recouvert des substances muqueuses, puisque c'est dans l'intestin que se fait l'assimilation des aliments desquels passent dans le sang et où ils sont ensuite distribués dans tout l'organisme comme chez tous les êtres, comme chez tous les animaux. Retenez que la bouche, plus ou moins protractile, est fermée par les lèvres et que dans la bouche, l'aliment est broyé en miettes. Enfin, il est broyé et qu'ensuite il est réduit en miettes dans la bouche et qu'il est broyé au cours du processus de digestion mécanique. Voyons maintenant une dernière fois notre poisson, notre anatomie du poisson. Vous noterez donc bien le rôle, vous noterez donc bien comme partie importante ici les branchies que vous avez ici, la place de la rate et des reins, la place de la vessie natatoire ici, celle de l'estomac, avec ici un certain nombre de petits appendices, nous l'avons dit, qui sont les caécomes, C-A-E-C-U-M-S, pyloriques, puis ensuite l'intestin, avec ici l'orifice urinaire, tout à côté de l'orifice génital. Et ici l'anus. Donc vous avez un orifice urinaire qui part de cette région des reins, un orifice génital et l'anus. L'estomac, la vessie natatoire, l'intestin, le caécome pylorique, la vésicule, l'oreillette, le foie, la rate et les branchies. Je vous remercie de votre attention.